Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les professionnels de la protection de l'enfance, mesdames et messieurs les responsables associatifs, mesdames et messieurs, chers tous. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui, évidemment, devant vous pour cette édition 2019 des Assises de la protection de l'enfance. Et si j'ai souhaité être parmi vous aujourd'hui, et je vous le dis de façon très sincère, c'est surtout et avant tout pour vous témoigner de la gratitude qui est la mienne, à vous tous, que vous soyez élus, responsables associatifs, cadres des départements, travailleurs sociaux, professionnels de santé, qui œuvrez au quotidien pour les enfants, pour assurer leur bien-être, pour assurer leur développement. Votre travail, je le sais, est aujourd'hui parfois malmené par des injonctions contradictoires et des discours qui peuvent vous heurter. Comme cela peut être le cas pour les professionnels de santé, parfois, les travailleurs sociaux ne se sentent pas suffisamment soutenus, pas suffisamment compris. Ce sont des impatiences, des doutes que l'on a vu exprimer aujourd'hui, qui vous animent parfois. Pourtant, et je veux commencer par là, c'est une réalité que je veux rappeler, ici avec vous. C'est grâce à vous que chaque jour, des enfants sont sauvés, que des enfants sont éduqués, que des enfants sont soignés. En définitive, c'est grâce à vous, à travers vous, que s'incarne le visage de la République. C'est grâce à vous que des trajectoires de vie peuvent s'inverser et que des familles peuvent s'en sortir. Et cela, c'est tout sauf anodin. Et je tenais ici à vous témoigner de ma reconnaissance. Depuis ma prise de fonction, il y a 5 mois, je me suis attaché à beaucoup écouter. Écouter les enfants, bien sûr, écouter les professionnels qui les prennent en charge. J'ai visité de nombreuses structures, je discute chaque jour avec les élus, avec les associations. Et cela a été évoqué, j'ai lancé une concertation il y a 3 mois à laquelle près de 150 personnes ont participé au cours d'une vingtaine de séances de travail. Et cela a conforté la conviction qui était mienne, que nous devions œuvrer aujourd'hui à un changement d'approche pour le système de la protection de l'enfance et que nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Car il nous faut être clairs, il nous faut être lucides. Ne cherchons pas dans les défaillances de la loi la cause principale des maux qui frappent le secteur de la protection de l'enfance. La loi de 2016 est allée suffisamment loin et je pense qu'il ne servirait à rien d'en rajouter, même si des modifications, évidemment, peuvent être pertinentes sur tel ou tel point. La loi n'a pas vocation à entrer dans le détail des pratiques, pas plus qu'elle n'est d'ailleurs capable, à elle seule du moins, de faire évoluer les mentalités. Faire évoluer la protection de l'enfance relève aujourd'hui d'un art de l'exécution. Cet art de l'exécution, c'est un art ingrat. C'est cet art du dernier kilomètre qu'évoque souvent le président de la République et qui exige moins de flamboyance que de modestie, le sens du compromis davantage que la mise en avant de grands principes, une vigilance et de la ténacité plus qu'une déclamation sans lendemain. Il se niche dans les recoins de nos pratiques et des habitudes que nous avons développées au fil des temps, mais c'est un art essentiel, car c'est celui qui change véritablement le quotidien des gens et, en ce qui nous concerne, la vie des enfants. Avant de dresser avant vous quelles doivent être, selon moi, les grandes orientations d'une enfance protégée repensée, permettez-moi de partager quelques constats liminaires. Constatez en premier lieu que notre système de protection de l'enfance prévient mal, ne prévient pas suffisamment à éviter les placements. L'intervention avant le placement, en effet, est insuffisamment intensive, insuffisamment développée et ne fait l'objet d'aucune structuration véritable d'ensemble. C'est un domaine où règne encore le cas particulier, parfois la bonne volonté des acteurs. Ces acteurs, pourtant, qui, dans leur ensemble, relèvent l'insuffisance des étayages à domicile ou des dispositifs de soutien à la parentalité. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé, il y a 2 mois maintenant, une conférence de consensus dont j'ai confié le pilotage à Madame Geneviève Guédan, qui est l'ancienne directrice de l'action sociale à la ville de Paris. Avec des experts, avec des professionnels de tous horizons, elle sera chargée de me faire des recommandations pour que nous franchissions un cap en matière d'intervention à domicile. La fin des travaux est prévue au mois de décembre 2019. Si nous prenons un peu plus de champ et de façon peut-être plus fondamentale encore, je travaille depuis plusieurs semaines au volet prévention de ce pacte pour l'enfance que j'ai annoncé lors de ma prise de fonction. Car vous le savez, protéger un enfant, cela commence parfois par mieux accompagner les parents dans leur projet même d'être parents. C'est tout le sens de ce parcours 1000 jours que nous sommes en train de bâtir
ces 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, qui commencent au 4e mois de grossesse de la mère jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Un parcours qui accompagnera les parents, non pas seulement sur des aspects de santé, comment va se passer mon accouchement, quel vaccin pour mon nouveau-né, mais également sur une dimension plus psychosociale, voire socio-éducative. Que dois-je faire face à mon enfant qui n'arrête pas de pleurer? Et pourquoi ne dois-je pas le secouer? Pourquoi les violences éducatives ordinaires n'ont-elles rien d'éducatif ni d'ordinaire? Pourquoi ne faut-il pas exposer son enfant aux écrans avant ses 3 ans? Ou encore quel mode de garde pour mon enfant? Ou comment permettre au congé parental partagé d'être peut-être plus effectif encore qu'aujourd'hui? J'étais en Finlande il y a 1 mois et j'ai pu voir, toucher concrètement cet accompagnement en santé globale qui est mis en place au bénéfice de l'enfant et de ses parents. Au 4e mois de grossesse, les parents appellent leur Neuvela, c'est la PMI locale, et entrent dans un véritable parcours qui sera jalonné d'une 15aine de rendez-vous avec différents professionnels jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Parfois en présence du père, et à domicile pour certains de ces rendez-vous, afin d'appréhender l'environnement dans lequel se développera l'enfant. C'est vers cela, selon moi, que nous devons tendre en France. De la généralisation de l'entretien prénatal précoce à 4 mois, à la visite postpartum à domicile, et ce, grâce notamment à une meilleure articulation des professionnels entre eux, qu'ils viennent de l'hôpital, qu'ils viennent de la ville, et évidemment de la protection maternelle et infantile, pour laquelle j'ai annoncé il y a une 15aine de jours des premières mesures qui visent à les renforcer afin qu'elles puissent jouer un rôle central dans cette approche nouvelle que je souhaite. Le président de la République, qui porte une attention toute particulière à ce sujet, l'a dit, ces 1000 premiers jours, c'est là que tout se joue. La santé de l'enfant, évidemment, son développement et son éveil au monde également, mais c'est aussi là que se forgent parfois, que se creusent les inégalités sociales. Nous devons donc surinvestir sur cette période, si nous souhaitons lutter contre les inégalités de destin qui frappent encore nombre de nos compatriotes. Le second constat que je vous soumets, c'est celui d'un système de protection de l'enfance qui fonctionne sans tenir suffisamment compte de la parole de l'enfant. Cette prise en compte insuffisante de la parole des enfants n'est pas propre à la protection de l'enfance. Nous vivons dans une société où l'enfant est visible, mais toujours encore transparent. Il fait l'objet, en apparence, de toutes les attentions, au point que certains ont pu s'inquiéter ouvertement, craignant que l'enfant roi ne déstabilise la société tout entière, en instaurant sa tyrannie sur les familles. Il est l'objet de discours, objet de politique publique, objet de science, objet de désir. Mais ces discours, ces politiques publiques, cette science et ces désirs prennent très rarement pour point de départ l'enfant, ce qu'il vit, ce qu'il dit, ce qu'il pense. C'est toujours de manière médiatisée, presque par ricochet, que l'on s'intéresse à l'enfant. Et cette tension est au cœur même de notre politique familiale. Les objectifs sont multiples. Soutien à la natalité, conciliation vie familiale, vie professionnelle, développement de services adaptés aux besoins des parents, merci. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aucun de ces objectifs ne concerne l'enfant en propre, ses besoins fondamentaux, son intérêt supérieur. Ce point-là est aveugle, il échappe à la pensée en quelque sorte. L'enfant est omniprésent, mais ses besoins n'informent ni n'éclairent suffisamment la conduite de politiques publiques dont il est pourtant censé être le centre. En protection de l'enfance, nous ne pouvons plus mener des réflexions ni surtout prendre des décisions qui bouleversent la vie des enfants sans que ceux-ci soient pleinement acteurs de ces choix. Ils vivent des séparations, des placements et des déplacements qui, quand bien même ils sont nécessaires, et ils le sont souvent, ne nous méprenons pas, sont de véritables déchirements. Ce n'est pas à eux de s'adapter au système, mais c'est bien au système de s'adapter à leurs besoins. Et c'est autour d'eux que doivent se construire les réponses des intervenants, en proximité et dans le cadre d'un réseau coordonné. Nous leur devons cette écoute, nous leur devons cette coordination. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité donner la parole aux enfants protégés ou anciennement protégés dans le cadre de la concertation que j'ai lancée en mars dernier, en faisant en sorte qu'ils portent haut leur regard, leur vécu, leurs convictions au sein des 6 groupes de travail que j'avais installés, et ce au même titre que les professionnels ou que les élus. C'est dans cet esprit que j'ai également organisé à cette occasion une consultation en ligne qui s'adressait directement aux enfants bénéficiant de mesures de protection. Et je remercie ceux parmi vous
qui en ont facilité la diffusion. Sachez que cela a permis à plus de 1200 enfants d'avoir la parole. Et leur expression, et notamment lors de la restitution de cette concertation organisée mercredi dernier, a été un des moments les plus forts de cet exercice. Fort de ces constats, si vous voulez bien, mettons-nous un instant à hauteur d'enfant. Que nous demande-t-il? Qu'attend-il de nous, en somme? Et que leur doit-on, à notre tour, à ces enfants dont les débuts dans la vie sont plus compliqués que ceux des enfants de leur âge? Ni plus ni moins, j'en suis convaincu, que d'être des enfants comme les autres, ce que dans les faits ils ne sont pas. Telle doit être notre boussole, notre repère, si je reprends le thème de ces assises, qui guide chacune de nos décisions et qui irriguera le plan d'action que nous allons déployer à compter d'aujourd'hui. Être un enfant comme un autre, c'est avoir les mêmes droits que les autres enfants. Avoir le droit d'être en bonne santé ou encore d'être scolarisé. Être un enfant comme un autre, c'est me sentir en sécurité, avoir une vie aussi stable que possible. C'est sentir que ma parole est entendue, voire mieux qu'elle est écoutée. Être un enfant comme un autre, c'est pouvoir mener la vie d'un enfant de mon âge. C'est savoir compter pour quelqu'un, mais c'est aussi pouvoir compter sur quelqu'un. Être un enfant comme un autre, enfin, c'est pouvoir me projeter dans l'avenir. Avoir les mêmes droits que les autres enfants, tout d'abord. Et à cet égard, je souhaite avant toute chose que les enfants connaissent mieux leurs droits qu'aujourd'hui. Pour cela, nous allons élaborer une charte des droits des enfants protégés, comme cela peut exister par exemple pour les patients hospitalisés, qu'il s'agira ensuite de diffuser largement auprès des professionnels, mais aussi évidemment auprès de tous les enfants. Et je veux que cette charte siège au frontispice de tous les lieux d'accueil et d'hébergement de l'enfance protégée. Et l'un des premiers droits qui figurera dans cette charte sera le droit d'être en bonne santé. Vous le savez, vous avez été nombreux à me le dire, l'accès aux soins est un vrai défi, une priorité absolue pour les enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Cette dimension, cet aspect a été souligné par l'ensemble des groupes de travail, à l'occasion de l'ensemble de mes déplacements, à travers ce constat d'une pédopsychiatrie sinistrée, de délais d'attente en CMP inacceptables, d'hospitalisation qui se prolongent pendant des semaines, faute de solutions adaptées. S'agissant de la psychiatrie, Agnès Buzyn a dès l'année dernière fait un certain nombre d'annonces. 20 postes de chef de clinique en pédopsychiatrie ont ainsi été créés depuis 2 ans et un délégué interministériel a été nommé pour, ni plus ni moins, rebâtir une filière. En outre, une enveloppe totale de 100 millions d'euros de crédits pérennes supplémentaires est prévue en 2019 pour accompagner les établissements en psychiatrie, dont 80 millions ont d'ores et déjà été alloués. Une délégation complémentaire de 20 millions d'euros sera opérée d'ici la fin de l'année afin de financer notamment la création d'une offre de psychiatrie infanto-juvénile dans les territoires qui en sont aujourd'hui dépourvus. Ces crédits visent à accompagner la nécessaire transformation de l'offre de soins de psychiatrie sur les territoires en déclinaison des priorités que nous avons définies dans la feuille de route de la psychiatrie et de la santé mentale, et ils permettront également de poursuivre l'effort qui est le nôtre de réduction historique des écarts de financement que nous pouvons constater entre les régions. Par ailleurs, sachez qu'un fonds d'innovation spécifique pour la psychiatrie est prévu dans ce plan et qu'il a été abondé de 10 millions d'euros dès 2019. Tout ceci est fondamentalement structurant, vous le comprenez, même s'il faut reconnaître qu'un certain temps sera nécessaire pour améliorer concrètement la vie des patients et de leurs familles. Ainsi, s'agissant plus spécifiquement et plus urgemment des enfants de l'aide sociale à l'enfance, nous investirons sur leur santé en étendant dès 2020 une expérimentation qui est en cours de parcours de soins coordonnés que nous avons lancé il y a quelques mois et qui permet de créer les conditions d'un bilan médical à l'entrée et d'un suivi tout au long du parcours en protection de l'enfance. Nous souhaitons également créer, dès le futur projet de loi de financement de la sécurité sociale, une consultation complexe majorée afin que les médecins qui réaliseront les bilans de santé des enfants protégés. Je ne peux pas parler de santé et de soins, évidemment, sans penser et sans parler des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, il existe un véritable cercle vicieux qui fait que ces enfants sont ballottés et mettent en échec les dispositifs de prise en charge. Il n'est pas tolérable qu'en France, aujourd'hui, on parle encore d'enfants incasables.
Ils ne sont pas incasables, ces enfants. Ils sont incasés. Et le glissement sémantique qui s'est opéré au fil du temps en dit long sur nos impasses, voire peut-être sur notre défaitisme. Vous le savez, le président de la République a fait du handicap une priorité du quinquennat, et avec le soutien d'Agnès Buzyn, en lien étroit évidemment avec Sophie Cluzel, je soutiendrai un plan de création et de développement d'équipes mobiles et de services adaptés aux problématiques croisées, au croisement de l'aide sociale à l'enfance, du soin, des soins et du handicap. Je souhaite également que les agences régionales de santé s'emparent davantage de ces sujets et en fassent une de leurs principales priorités dans le cadre de leurs projets régionaux de santé, notamment en cofinançant des appels d'offres pour créer ces équipes mobiles, des accueils de jour ou encore des dispositifs relais ponctuels pour des situations très complexes à l'image de ce que j'ai pu voir dans le Tarn avec le dispositif 7.5. Je souhaite aussi que la CNSA puisse étudier la possibilité de fixer dans les objectifs des maisons départementales de personnes handicapées un suivi particulier des enfants de l'aide sociale à l'enfance, sans parler également du nécessaire renforcement des formations croisées. Autre droit fondamental en tant qu'enfant, mon droit à être scolarisé. S'agissant de l'éducation, il nous faut davantage porter une réelle ambition scolaire pour les enfants protégés. Ils n'ont pas plus que d'autres vocation à être a priori orientés précocement ou à faire des études courtes. Et je veux partager avec vous ici l'investissement réel, soutenu de Jean-Michel Blanquer sur le sujet dans son ensemble qui nous réunit ce matin, enfin cet après-midi plutôt, et nous savons à quel point il est nécessaire de renforcer la gouvernance locale entre les départements et les rectorats, c'est ce à quoi nous nous employons. Car c'est un préalable à la mobilisation d'un certain nombre de dispositifs dont nous souhaitons que puissent pleinement profiter les enfants protégés. Je pense notamment à Devoirs faits, mais aussi à la mobilisation de places réservées dans les internats scolaires. Pour mettre un terme aux ruptures de scolarité, nous devons également faciliter le recours aux outils numériques d'enseignement à distance, comme cela peut déjà exister pour les enfants hospitalisés sur de longues périodes. Et je souhaiterais également que nous puissions voir comment mobiliser de façon ponctuelle des enseignants auprès des enfants qui se trouvent dans les cas de rupture les plus graves. Être un enfant comme un autre, c'est aussi me sentir en sécurité. Ce méta-besoin qui avait été identifié lors de la précédente conférence de consensus. Et nous avons là devant nous un chantier important à conduire. Je souhaite que l'on réfléchisse aux moyens concrets d'éviter que les déménagements multiples de certaines familles n'aboutissent à des drames, c'est-à-dire des décès d'enfants ou des maltraitances lourdes. Il est par conséquent indispensable de renforcer la coopération entre les départements, les parquets probablement et les organismes de sécurité sociale. Nous allons également engager une réflexion sur la question des taux d'encadrement adaptés en fonction des enfants accueillis dans les établissements. Ça n'existe que pour les pouponnières aujourd'hui. Et je souhaite enfin et surtout que soit élaboré, que nous coélaborions et que nous diffusions à l'ensemble des territoires une charte du contrôle en protection de l'enfance, afin de mieux organiser le contrôle des établissements et services, et ainsi aussi d'homogénéiser des pratiques qui sont actuellement disparates. Me sentir en sécurité donc, mais également bénéficier d'une vie aussi stable que possible, après une première rupture de vie qui était souvent extrêmement douloureuse. Il n'est plus acceptable qu'un enfant attende des mois avant de trouver l'accompagnement, l'équipe, le lieu qui répondent à ses besoins. Cette attente est un temps de vide, c'est un temps de souffrance, d'instabilité qui ne se rattrape pas. En lien avec Nicole Belloubet, ça a été une de mes premières décisions, nous avons lancé une mission d'inspection sur les délais d'exécution des mesures de justice. Les premiers constats qui nous remontent montrent l'importance, l'insuffisance actuelle, mais l'importance des partenariats entre la justice et les départements, l'importance de développer des outils informatiques communs de gestion des places. Nous attendons de ce rapport, en septembre prochain, des préconisations pour nous permettre de généraliser rapidement à l'ensemble du territoire les bonnes pratiques et les protocoles de coopération entre l'ensemble des acteurs de la chaîne. À travers cette question de la stabilité des parcours de vie, c'est aussi évidemment la question de la place des parents qui est posée. Elle est cruciale dans l'accompagnement de l'enfant. À chaque fois que c'est possible, évidemment, il faut travailler avec les parents et prévenir une intervention qui sera plus lourde, plus
plus conséquente pour la famille et qui pourrait conduire ultimement à la séparation. C'est tout le sens et l'utilité de dispositifs comme les relais parentaux, si précieux pour assurer du répit aux parents, dans l'intérêt de l'enfant et de la famille dans son ensemble, et que nous souhaitons favoriser sur l'ensemble du territoire. Ce qui vaut en amont du placement vaut aussi en aval, avec la systématisation nécessaire des mesures d'accompagnement au retour à domicile, après une mesure de placement. Je pense notamment au rôle fondamental à cet égard des TISF, mais aussi, notamment, mais pas exclusivement, en facilitant la prise de double mesure placement AEMO par les juges. Au final, s'agissant du nombre de changements de lieu qu'un enfant protégé a à subir, j'ai demandé à ce que nous nous dotions des outils pour faire un état des lieux précis de la situation, afin de bâtir un indicateur que nous pourrions suivre, tel un repère, au fil du temps, avec ambition, évidemment, de voir celui-ci baisser. Être un enfant comme les autres, c'est aussi sentir que ma parole est écoutée. Je l'ai évoqué, la prise en compte de la parole de l'enfant est un angle mort de nos politiques et de nos pratiques de l'enfance. Nous voulons, la garde des Sceaux et moi-même, que cela change radicalement, s'agissant de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi plus globalement de la lutte contre les violences faites aux enfants, qui fera l'objet d'annonces distinctes à la rentrée prochaine. Cela doit passer par une écoute attentive de cette parole à toutes les étapes du parcours de l'enfant à protéger. Avec Nicole Belloubet, nous mettrons en œuvre des mesures concrètes pour garantir à chaque enfant, plongé au cœur des conflits intrafamiliaux, un parcours protégé. Il s'agit de transformer la logique de procédure en logique de parcours, de veiller à ce que l'enfant soit au cœur de l'action menée dans plusieurs champs. Une série de mesures concernant l'amélioration de l'articulation des différentes procédures seront à cet égard mises en œuvre. Dans cette même logique d'écoute juste de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous travaillons également avec la ministre de la Justice à permettre, pour les décisions de placement les plus complexes et les plus lourdes de conséquences, la cosaisine de 2 juges pour enfants. Mais la prise en compte de la parole doit également se matérialiser dans le quotidien des enfants. Et nous devons définir et généraliser un rôle plus actif au Conseil de vie sociale dans les établissements qui accueillent des jeunes. Parole écoutée enfin dans l'élaboration des politiques publiques, avec le renforcement de la présence des enfants et des jeunes au sein des observatoires départements de la protection de l'enfance, dont je rappelle l'inscription dans la loi depuis un certain nombre d'années désormais, et dans l'instance de pilotage national renforcée que nous souhaitons mettre en œuvre. Être un enfant comme les autres, c'est aussi vivre une vie quotidienne semblable à celle de mes petits camarades. J'ai été frappé lors de mes déplacements par des histoires toutes simples, très quotidiennes, qui disent justement le besoin de ne pas se distinguer, de ne pas toujours avoir à subir le regard des autres comme un poids, par exemple quand on doit fêter un anniversaire ou voir ses amis. Nous allons donc faire en sorte de clarifier les conditions de délégation de l'autorité parentale et la distinction entre actes usuels et non usuels, pour rendre le quotidien des enfants un peu plus simple, un peu plus simplement joyeux. Des bonheurs simples. Les bonheurs simples, nous en avons tous dans notre vie. Ils sont simples, mais on sait, on sent, avec le temps parfois, qu'ils sont fondamentaux dans notre vie. Au ministère, parmi mes collaborateurs les plus proches, j'ai une jeune fille qui a été une enfant protégée. Un jour, nous discutions ensemble de sa jeune expérience de vie, et elle me disait n'avoir aucun souvenir. Aucun souvenir. Je souhaite ainsi que l'on systématise la mise en place pour chaque enfant d'un album de vie dans lequel il pourra réunir ses souvenirs, ses photos, car on sait combien la question des origines de son récit est importante pour se construire. Et les réponses à ces questions passent évidemment aussi par des choses concrètes comme des photos, parce que c'est autour de ces photos que s'articulera ensuite un discours et surtout un imaginaire qui rend la vie possible. Être un enfant comme les autres, c'est savoir que l'on compte pour quelqu'un, mais aussi que l'on peut compter sur quelqu'un. Et je veux parler ici évidemment de la question, cette question si riche et si complexe, des liens d'attachement. L'attachement est essentiel à un enfant pour se bâtir. Ou plus précisément, les attachements multiples sont essentiels à chacun de nous et aux enfants pour nous bâtir.
Tous les travaux récents des neurosciences nous l'enseignent, à nous de nous en emparer et de le diffuser largement. Oui, il faut soutenir les liens affectifs souvent forts qui se nouent entre l'enfant et sa famille d'accueil, par exemple. Et il est d'ailleurs indispensable à cet égard de rendre plus attractif le métier d'assistant familial en modernisant ses conditions d'exercice. Cela passera par un dialogue entre les représentants des professionnels et les départements pour une réforme que je souhaiterais voir aboutir en 2020. Oui, il faut permettre que d'autres adultes non professionnels puissent nouer des relations avec des enfants pour lesquels ils seront des repères, des ancres, quand tout tangue et vacille autour d'eux. Oui, il faut que ces enfants restent en lien avec d'autres enfants, à l'école, dans leurs loisirs, dans leurs activités culturelles et sportives, et ne soient pas enfermés dans une bulle de protection qui serait coupée du reste de la société. Comme nombre d'entre vous, je suis convaincu des bénéfices du parrainage, de l'intervention de tiers bénévoles, à partir du moment, évidemment, où cet engagement est bien construit, bien préparé. Une vie normale est faite de liens, je l'ai dit, encourageons-les, préservons-les le plus possible. Je pense aux fratries, évidemment, mais bien au-delà. Je souhaite ainsi lancer prochainement un appel à projet national afin de permettre à des associations de développer le parrainage de proximité. Une opportunité, mais parmi de nombreux autres, pour les ADPAP, pour Repères, de renforcer leur rôle dans notre système institutionnel, quand on connaît le rôle, justement, qu'elles peuvent jouer en la matière, notamment dans l'accompagnement à l'autonomie. Être un enfant comme les autres, enfin, c'est pouvoir me projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, c'est envisager de faire des études supérieures pour certains. Et nous ferons en sorte, avec Frédérique Vidal, de garantir aux jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance un accès prioritaire aux bourses effectifs, mais également un accès prioritaire au logement étudiant. Mon souhait est aussi de développer pour tous les jeunes sans soutien familial et sans ressources un accompagnement au-delà de 18 ans qui comporterait un accès à la formation, un accompagnement social, cas échéant, s'il est pertinent, et la garantie d'un logement. Vous le savez, le Premier ministre a confié à la présidente de la Commission des Affaires sociales, Brigitte Bourguignon, une mission sur l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. J'attends de son rapport et de ses propositions, qu'elle me remettra en septembre prochain, qu'elle vienne enrichir la palette d'actions que nous mettons en place sur ce sujet, et ce, je me permets de le rappeler, depuis le plan de prévention et de lutte contre la pauvreté porté par ma collègue Christine Dubos et par le délégué interministériel Olivier Noblecourt. Être à hauteur d'enfants et leur garantir d'être des enfants comme les autres, ni plus ni moins, sera donc le fil conducteur des actions que nous allons déployer ensemble à compter d'aujourd'hui. Cela ne sera évidemment pas en un simple claquement de doigts. Pour réussir, il faudra du temps, il faudra certaines conditions et je vais me permettre pour conclure d'en énoncer deux au moins ici avec vous. Nous devons tous, tout d'abord, j'en suis convaincu, développer une culture de l'évaluation et de la performance. Je pense qu'on ne réussira pas à changer le système si on ne change pas de cap et de dimension concernant la mesure de la performance et de la qualité des prises en charge dans le secteur qui est le nôtre. Et je considère que parler de performance dans le social n'est pas un gros mot, bien au contraire. Les missions de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, vous le savez probablement, a été confiée à la Haute Autorité de Santé. Et je suivrai de près deux chantiers majeurs et structurants que cette Haute Autorité mène. Celui de la création de référentiels pour l'évaluation interne et externe des établissements, d'une part, celui de la mesure de la satisfaction des usagers, d'autre part, c'est-à-dire la satisfaction des enfants protégés. Cette mesure est devenue une routine dans les établissements hospitaliers. Elle se développe dans le médico-social. Et j'ai demandé à la Haute Autorité de Santé de conduire une démarche similaire dans le secteur de la protection de l'enfance. En outre, je souhaite qu'elle puisse élaborer et diffuser une charte du contrôle en protection de l'enfance. Au-delà de cette dimension, la qualité de l'accompagnement passe évidemment par le soutien aux professionnels que nous devons accompagner et étayer. Il est ainsi essentiel, par exemple, je pense, de renforcer la formation commune obligatoire des professionnels de la protection de l'enfance afin de les accompagner, de les étayer face à des difficultés parfois nouvelles, complexes, afin d'éviter l'isolement aussi, qui peut être générateur lui-même de difficultés. Nous devons ensuite réformer la gouvernance et le pilotage de la politique publique de l'enfance. Je pense en effet que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur la gouvernance et le pilotage de cette politique publique, avec pour objectif, parmi d'autres, mais essentiel à mes yeux, de réduire l'hétérogénéité des pratiques et donc des prises en charge,
entre les différents professionnels au sein d'un même territoire, parfois, et aussi entre territoires, et qui peut aboutir concrètement à des ruptures d'égalité entre les enfants. En protection de l'enfance, le souci de la gouvernance est particulièrement légitime, me semble-t-il, tant les lieux de décision sont multiples et le pouvoir fractionné. Non seulement le pouvoir, mais aussi le regard sur l'enfant. Malgré les réformes récentes, nous manquons d'un lieu de structuration, de gouvernance efficace et légitimé par l'ensemble des acteurs. En partant des organismes existants, je souhaite que nous puissions réfléchir à la création d'un tel lieu qui serait un organisme d'appui technique. Il ne pourra remplir son rôle évidemment que s'il est investi pleinement par l'ensemble des acteurs, par les différents ministères concernés, par les départements, par les associations, par les enfants. La mission de cet organisme serait l'élaboration de référentiels et d'outils communs, de favoriser la transparence et les comparaisons entre les pratiques, ou encore de diffuser des connaissances, des ressources et les bonnes pratiques qui peuvent avoir cours dans les territoires. Il s'agira également, en lien avec Nicole Belloubet, de veiller à ce que cette réflexion sur la gouvernance et le pilotage de la politique publique de protection de l'enfance ne s'arrête pas à la porte du palais de justice et soit abordée de manière transversale, évidemment. Notre objectif est bien de mener une action globale sur le sujet, et il s'agira notamment, s'agissant des magistrats, de leur permettre, par une spécialisation renforcée et par le biais d'une valorisation de la formation continue, d'être sensibilisés, mieux armés pour participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique publique de la protection de l'enfance. Et veiller ainsi, par ailleurs, à garantir un dialogue constant et effectif avec les instances départementales, car nous nous rejoindrons tous pour dire que quand tel est le cas, les choses fonctionnent mieux. Pour conclure, je vous dirai à quel point je suis convaincu que ce n'est pas d'un discours misérabiliste dont la protection de l'enfance a besoin, mais bien d'un discours d'ambition, d'un discours d'exigence. Un discours qui doit évidemment être suivi d'effets concrets. Et c'est la raison pour laquelle j'installerai dès l'automne un comité de mise en œuvre des différentes mesures pour en suivre la réalisation opérationnelle avec, pour chaque volet, un pilote identifié. Mesdames et messieurs, nos constats sur la protection de l'enfance étaient partagés depuis longtemps, je pense, et ces constats étaient autant d'appels à une mobilisation de grande ampleur pour redonner du souffle, de la force et du sens à cette politique. Car il s'agit, ni plus ni moins, que de préparer l'avenir de notre pays et, quelque part, la préservation de notre vivre ensemble. Car n'oublions jamais, tant en tant qu'individu qu'en tant que nation, l'enfance est le sol sur lequel nous marchons toute notre vie. Je vous remercie.